J'ai rencontré un frontalier à Bali et aujourd'hui je vais vous le présenter dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir échanger avec lui sur son parcours, sur ce qu'il fait maintenant. Lui qui est venu avec sa famille directement ici, donc son enfant, mais également sa femme directement sur place, tout comme ça a pu être mon cas. J'ai pu rencontrer déjà à peu près entre 5 et 10 frontaliers présents ici, dont les personnes qui vont me rejoindre le mois prochain. Et je trouvais super intéressant de faire une vidéo avec eux pour partager leur expérience, leur expertise sur la Suisse, leurs conseils qu'ils ont à vous donner sur ce parcours, comme j'ai pu le faire sur les différentes vidéos de ma chaîne. Et également aujourd'hui, j'ai voulu faire un nouveau format, un format un peu plus vlog en faisant l'interview, c'est-à-dire que vous allez nous suivre tout au long de la journée à Bali, directement ici avec nous, à la salle de sport, dans différents lieux et activités. Et le but, c'est vraiment de changer du format podcast que vous allez pouvoir voir parce qu'il y a presque 30 vidéos qui sont déjà montées et qui vont venir sur la chaîne, mais avoir un format un peu plus authentique, un peu plus dans la nature, dans la vraie vie avec nous pendant une journée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite directement à mettre en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce type de format, c'est-à-dire des vidéos que ce soit une journée entière avec un frontalier ou un entrepreneur où on va aller dans différentes activités, que ce soit à Genève, mais là aujourd'hui c'est à Bali parce que je suis encore à Bali pendant le prochain mois. Mais j'espère que cette vidéo vous plaît. Explosez-moi la barre des likes et laissez un commentaire et on se retrouve tout de suite avec Mickaël. Bon, préparation des dernières affaires avant de rejoindre Mickaël. Le chargeur d'ordinateur, le petit calepin, bon, c'était le seul calepin disponible, le drone, la DJI, ordinateur, iPad. Je pense qu'on va être prêt pour une interview de folie. Bon, on va aller retrouver Mickaël qui se trouve juste au fond là. Hello Mickaël. Hello Joe, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Bon alors, bien passé ce trajet? Ouais, super. Mais un peu de trafic quand même. Hein. Un peu de trafic? Un peu de trafic de Perirena ici. Hein. Ouais, t'as mis combien de temps? Une petite heure seulement. Une petite heure? Ouais, une petite heure. Après, tu connais, hein, very traffic in Bali. Hein. Ouais. C'est comme ça. Hein. Mais ils ont pu voir une petite séquence, je pense qu'ils vont comprendre un petit peu. Ok. Bon, bah tout d'abord, merci d'être venu, hein, Mickaël. Merci à toi, Joe. Pour commencer cette vidéo, du coup, je voulais savoir, pour parler un petit peu de la Suisse, qu'est-ce que tu es venu faire ici à Bali déjà? Comment tu es arrivé ici? Et pourquoi de la Suisse à ici, du moins? Comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Bah, tout simplement, en fait, déjà, je suis ici à Bali aujourd'hui parce que j'ai voulu voyager un petit peu. J'adore le voyage. Donc, pour reprendre un peu le contexte, du coup, je suis venu avec ma famille. J'ai pris 3 mois de congé sabbatique dans mon travail actuel en Suisse pour justement voyager, faire un petit tour de l'Asie. Donc j'ai fait Thaïlande, Malaisie et aujourd'hui Bali. Bali, pourquoi Bali? Parce que tout simplement les rencontres. Comme on le sait bien, ici à Bali, il y a beaucoup de, il y a un mood pour rencontrer des gens, des énergies ultra positives. Comme on s'est rencontrés et tout. Je pense que tu vois, on est, on n'est pas loin dans notre vie. En Suisse, en tout cas proche de la frontière, et pourtant on ne s'est jamais rencontrés. Et ici à Bali, on s'est rencontrés en quelques temps. J'adore voyager, donc voilà. Hein. Ah mais je pense que c'est bien parce que aussi t'as ton petit bout, il a quel âge? Il a 4 ans aujourd'hui. Il a 4 ans, je pense que c'est ultra intéressant de pouvoir faire partager plusieurs pays à un enfant jeune. Bien sûr. Et moi justement, ça c'est des valeurs que j'aime beaucoup, énormément et j'ai toujours dit j'aimerais pouvoir le faire. Bon, je vais pouvoir le faire, mais avoir un enfant et puis lui faire partager plusieurs pays, plusieurs cultures. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont dire que voyager avec un enfant à cet âge-là, c'est... En tout cas, il ne s'en rappellera pas. Mais quand on vit avec lui chaque jour et que je lui pose des questions, puis après on fait vachement d'albums photos, tu vois, pour le mettre dedans, pour lui rappeler un petit peu ces moments-là. Et franchement, tous les voyages qu'on a fait, il s'en rappelle. Et c'est surtout aussi dans l'ouverture d'esprit. Par exemple, moi, la chose dont je suis le plus fier de lui, c'est qu'il adore apprendre. Okay. Et tu vois, là, ici, il me dit toujours papa, mets-moi Peppa Pig en anglais, mets-moi ci en anglais. En fait, il veut apprendre. Okay. Que ça soit sportivement parlant ou même dans plein de choses, en fait. Les enfants, ils te donnent une leçon, c'est l'apprentissage, ils adorent apprendre. Et je pense que nous, même en tant qu'adultes, on devrait toujours apprendre, continuellement apprendre, tu vois. Ouais, je pense que c'est des très très bonnes valeurs et notamment à inculquer un enfant jeune.
quand c'est possible, parce que bah, c'est vrai que pour certains Français, c'est pas forcément évident de pouvoir partir quand on veut. C'est sûr. Mais c'est ce que justement la Suisse peut nous offrir, je pense. Parce que autant, comme je disais, les valeurs, c'est que oui, quand on travaille en Suisse, on ne va pas rouler en Lamborghini. Moi, je ne recommande pas du tout d'aller s'endetter, aller prendre une grosse voiture, parce que il y en a plein qui le font et puis après ils perdent leur poste et ils pleurent. Ouais. Mais par contre, ça peut te permettre de pouvoir voyager, de pouvoir investir, une certaine liberté à ce niveau-là. Ouais, après je pense que ça dépend aussi de l'état d'esprit de chacun, dans le sens où en fait, au début, voilà, j'étais jeune et on pense qu'à l'argent, honnêtement. On fait 2-3 petites erreurs, puis après en grandissant, tu te rends compte de certaines choses. L'argent, c'est un outil. Après, à toi de l'utiliser de la manière dont tu veux. Moi, aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est un outil pour apprendre, pour continuer d'apprendre des choses, de voyager, de découvrir des choses. Et ouais, c'est pas simplement acheter une grosse voiture. Ok, on aime bien les grosses voitures, on aime bien les belles montres, c'est cool, tu vois. Mais c'est pas un objectif final, donc chaque chose en son temps, je pense. Moi, je pense même, je pourrais même dire, c'est l'après. Alors en premier, tu dois tout investir, tout placer correctement, apprendre un maximum, développer. Ouais. Et puis après, quand tu as eu assez de levier, à ce moment-là, oui, comme tout le monde, parce que tout le monde aime les jolies choses, oui, à ce moment-là, tu peux, mais il y en a beaucoup, je trouve, qui se brûlent les ailes, justement, en faisant comme ça. En partant directement… Ouais, moi j'ai plein de potes à moi qui ont commencé en Suisse, ils ont acheté des A45 AMG, des ci, des ça. Et je pense que finalement c'est un frein en fait, parce que comme tu disais tout à l'heure, la chance c'est qu'on a un pouvoir d'achat quand même plus élevé. Et si tu utilises cet argent pour aller plus vite dans tes projets personnels, peut-être que tu vas pas voir les résultats tout de suite les 2-3 prochaines années. Mais après sur une vision long terme de 5 à 10 ans, c'est là où tu auras pris énormément d'avance. Et derrière, tu vas avoir ta liberté. Moi, mon but, c'est d'avoir plus en plus de liberté, profiter avec mon fils, mes enfants, passer du temps avec lui. Tu vois, aujourd'hui, on a une organisation avec ma femme qui fait que ma femme peut passer plus de temps aujourd'hui que quand elle était en France. Pourquoi? Parce qu'elle travaille à 50%, on en reparlera peut-être après. Mais aujourd'hui, elle passe énormément de temps avec mon fils. Il sait nager, il a 4 ans, il sait faire plein de choses. Et ça, en fait, tu peux le faire que quand tu peux passer du temps avec les enfants. Et en fait… ma femme, voilà, elle, c'est un peu son kiff, c'est la famille, passer du temps, inculquer des valeurs, etc. Donc c'est important, ouais, je pense. Ouais. Moi, je trouve, j'aime beaucoup ces valeurs, j'aime beaucoup ce principe. Mais pour revenir un petit peu, pour parler un petit peu de la Suisse, comment t'es venue l'idée de venir ici? Par quoi ça a commencé? Comment t'en arrives en Suisse? Et depuis combien de temps d'ailleurs aussi? Alors, ça fait 4 ans maintenant, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis frontalier. Problème. Strawberry juice. Yeah. Cappuccino. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ouais, du coup, alors je te disais, ça fait 4 ans maintenant que je suis frontalier suisse. Comment ça m'est venu? Alors moi, j'étais en France, donc je te raconte un petit peu mon parcours. J'ai commencé, en fait, j'ai un bac STMG classique. Hein. Je pense un peu comme tout jeune, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais un peu perdu à cette époque. J'ai continué sur un BTS logistique. Donc j'ai choisi logistique, pas parce que ça me passionnait forcément. J'ai choisi un peu ça par dépit, tu vois, parce qu'il fallait choisir quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, c'est pas forcément pour la critiquer, mais en tant que jeune, tu as du mal à savoir ce que tu fais, on sait pas trop, donc il faut choisir quelque chose. J'ai choisi ça, BTS logistique. J'ai toujours été quelqu'un de bon à l'école, mais vu que j'étais pas passionné, je pense que quand tu n'es pas passionné par quelque chose, tu ne te donnes pas à fond. Donc j'ai toujours été à la moyenne et j'ai eu mon BTS. À la suite de ça, j'ai commencé en intérim en tant que préparateur de commande, tu vois. En France? Ouais, en France. J'ai pas à Lyon, exactement. Je suis de Lyon, moi, à la base. Et finalement, j'ai commencé en tant que préparateur de commande. Je pense que je me mettais un peu des barrières. Je voulais pas être dans un bureau. Donc j'ai commencé la vie active un peu comme ça. Préparateur de commande pendant 1 an, j'ai fait ça en intérim. Ensuite, j'ai trouvé une autre boîte. J'ai changé de boîte parce que la routine, etc. Tu veux voir autre chose quand tu es jeune. Change de boîte. Et là, il faut savoir que je suis quelqu'un qui va à fond dans ce qu'il fait. Donc là, j'intègre une nouvelle boîte en tant que préparateur de commande aussi, mais j'évolue en interne. Et à la fin, au bout de 3-4 mois, je commence à passer chef d'équipe. Donc voilà, c'est un peu mon parcours comme ça. Sauf que finalement, moi je suis quelqu'un, je me pose énormément de questions. Et je commence à me dire, en fait, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux, quoi? Je gagnais 1600, 1700 € par mois.
ok, c'est plutôt cool quand tu es jeune, à 22 ans, 21 ans. Mais moi, c'était plus, ouais, en fait, j'en avais marre d'être bloqué dans ma routine. Je voulais voir d'autres choses. Et du coup, moi, ça fait longtemps que je suis avec ma femme. Et en fait, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis avec ma femme. Ok. Ouais, j'ai rencontré à 17 ans, tu vois. Ouais, un petit point de commun. repère. Voilà. Ouais, petit point commun, moi 9, un peu moins que toi du coup. Ouais, c'est cool. C'est rare hein, maintenant. C'est rare, mais en fait, c'est ce qui fait la force, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je peux me focus sur autre chose, tu vois. Et C'est ce que je dis à voilà, chaque fois. c'est ça. Les gens ils se rendent pas compte. Voilà, ils se rendent pas compte. Et du coup, pour revenir un petit peu à tout ça, la première personne qui m'a parlé de la Suisse, c'est le beau-père de ma femme. Ok. Lui qui est de Lyon, on est tous de Lyon à la base. Et lui, il a commencé, il est chauffeur de bus. Donc il est parti travailler à Genève il y a maintenant plus de 10 ans. Et en fait, c'est cette personne-là qui nous envoyait ses fiches de paye à moi et ma femme en nous disant ouais, je suis parti en Suisse, regardez ce que j'ai comme paye, regardez comment j'ai changé ma vie. Il faut que vous fassiez pareil. Les jeunes, allez-y, faut y aller quoi. Donc l'idée commence à émerger un peu dans ma tête, tu vois, moi et ma femme. Et puis un beau jour, moi et ma femme, on se dit let's go, on tente le coup quoi. On plaque tout et on va à la frontière. Ok. Donc à ce moment-là, on va à la frontière. Et puis voilà, moi je commence à travailler en France. Pourquoi? Parce que je pense qu'à cette époque-là, j'avais encore pas mal de barrières. Et ce que je ne recommanderais pas forcément maintenant, en tout cas peut-être que je changerais certaines choses par rapport à ça. Donc j'arrive à la frontière, je trouve un taf en France, à la frontière du coup. Je me stabilise parce que ça me permet de trouver un logement quand même plus facilement. Voilà. Et je pense que c'était. Alors moi, en termes de choix stratégique, Ouais. je pense que suivant les difficultés qu'on peut avoir à trouver un emploi en Suisse, ça peut être un choix stratégique d'avoir son appartement. Parce qu'on sait la difficulté qu'il peut y avoir au logement aussi. Exactement. Ouais. Donc avoir le logement, même si on n'a pas encore l'emploi, c'est déjà un premier des 2 points les plus importants atteints, je pense. Ouais, je pense que, en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que je me suis rendu compte que si j'avais postulé en Suisse directement venant, j'aurais pu travailler en Suisse le CV directement. Ouais. Et puis, en fait, je me suis simplement mis des barrières mentales. Après, ouais, c'est pas une mauvaise chose hein, d'avoir fait comme ça. De toute façon, c'est ma vie et du coup, j'en regrette pas du tout. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que, ouais, en fait, j'aurais pu travailler en Suisse directement et puis voilà, en fait, c'est... Ouais, j'aurais pu gagner du temps là-dessus. Bon, je l'ai pas fait, mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça, donc c'est très bien. D'ailleurs, combien de temps tu as mis à trouver ce premier job en Suisse? Entre le France et la Suisse, combien de temps t'es resté à travailler en France avant de partir travailler en Suisse? Alors du coup, ouais, moi comme je t'ai dit, je suis arrivé à la frontière directement, je travaillais en France. Là, du coup, je commence à un petit peu m'immerger dans la région frontalière, tu vois, la Haute-Savoie exactement. Et puis je mets à peu près 1 an. En fait, je travaille pendant 1 an en France. Et en fait, ce qui m'a vraiment motivé, c'est que ma femme, un jour, je rentre de mon travail en France, à la frontière, et elle me dit tu vas être papa. Ok. Voilà. Et du coup, là, ça commence à me mettre un électrochoc et à me dire ouais, Mickaël, faut que tu te bouges en fait. Parce que ouais. Tu travaillais encore en France à ce moment-là? Ah ouais, je travaillais en France. Ok. Et là, du coup, ouais, électrochoc, je vais être papa. Donc là, tu commences à prendre un peu en maturité. Et tu te dis, putain, ouais, va falloir que je fasse quelque chose en fait. Parce que déjà qu'on survit nous, et je me disais, ouais, demain je vais avoir un enfant, comment je vais faire pour le faire vivre des aventures, le faire voyager, etc. Donc là, électrochoc, et je pense que c'est un peu ce que tout le monde devrait avoir, c'est un pourquoi très fort. Et moi, du coup, à ce moment-là, je plaque tout. Je me dis, ok, je démissionne de mon travail en France, donc à la frontière. Au bout de combien de temps? Au bout d'1 an à peu près. Ok. Au bout d'1 an, et à ce moment-là, je me dis, ouais, let's go en fait. Et là, je passe par toutes les erreurs possibles, parce que je ne m'étais pas renseigné sur mon domaine, je ne m'étais pas bien renseigné sur les entreprises en Suisse, etc. Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que quand tu travailles en France à la frontière, c'est beaucoup des gens qui sont natifs de la Haute-Savoie. Et finalement, ils se mettent beaucoup de barrières, ces gens-là. Moi, j'entendais beaucoup le discours ouais, mais la Suisse, c'est loin, c'est pas forcément rentable, etc. Donc finalement, ça te met un peu des barrières. Mais bon, je suis quand même quelqu'un je me suis toujours dit, il faut que tu ailles voir de tes propres yeux et que tu te fasses ton propre avis. Et puis de toute façon, tu verras bien quoi. Donc à ce moment-là, voilà, je plaque tout. Je commence mon processus pour postuler en Suisse.
Et là, je fais plein d'erreurs. Notamment, voilà, moi par exemple, je voulais faire reconnaître mes permis de chariot élévateur, vu que je suis dans la logistique. Et j'ai mis en fait un petit moment déjà à comprendre qu'il fallait que je le fasse reconnaître en Suisse, donc le permis SUVA. Alors c'est pas obligatoire, mais ça te donne plus de chances d'intégrer les meilleures entreprises, parce qu'on est là quand même pour intégrer les meilleures entreprises. Ah bah oui. D'ailleurs, j'en ai fait les frais, parce que j'ai fait pas mal de postulations. J'ai pas non plus postulé énormément. J'avais très peu de retours, et puis un jour j'ai eu un retour quand même. Mais donc c'est une entreprise suisse dans le canton de Vaud qui m'appelle et qui me dit venez faire un petit stage de 2 jours pour voir si ça vous plaît, et puis si on peut trouver un terrain d'entente et faire un contrat. Donc là, je vais faire ces 2 jours de stage et je me rends compte que c'est vraiment une petite boîte qui est un peu au bord de la faillite. Et du coup, en fait, il me parle un peu du travail, il me propose 50 heures de travail par semaine pour un salaire de 4 000 bruts. Okay. Et là, moi, je commence à faire un petit peu mon calcul et me dire ouais, finalement, c'est pas si rentable que ça pour 50 heures par semaine. Là, je commence à me dire ouais, finalement, la Suisse, c'est pas l'Eldorado en fait. Donc du coup, la Suisse, c'est pas l'Eldorado. Mais de toute façon, on va continuer cette petite discussion en allant pousser un petit peu de la fonte. Allez, laisse partir. T'es chaud? Ouais, avec un petit bain froid, on va faire ça, non? Petit bain froid, petit sauna? Allez, petit bain froid, petit Allez, sauna. on rentre en France. Est-ce que toi, tu rentres pas en France? Ah là, ça fait déjà 2 mois que je suis en voyage. Je rentre dans 2 semaines à peu près. Hein. En 2 semaines? 2 semaines, hein. Ah donc, prêt pour rentrer en France encore plus chaud? Et puis de toute façon, on va aller pousser de la fonte aussi en France derrière. Ah bah, il y a intérêt. Hein. C'est la discipline qui fait tout. Hein. C'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Why the hell these niggas hate on the sound? We trapping dope out the motherfucking couch, huh? Don't gotta turn it back down. Come down here, we like the music real loud. Hey mo, why do they hate on the sound? Well, we trapping dope out the motherfucking couch, huh? Don't gotta turn it back down. Come down here, we like the music real loud. We like the music turned up, don't turn down. Radio guy can't believe it's my turn now. Bon, moi, je suis un petit tricheur. Hein. Petit tricheur, petit pré-workout. Pour cette session à Bali, on fait tout ce qu'il faut pour prendre. Tac. Sont déjà, plus tu avances dans le business et plus il y a des gens qui te démarchent. Et plus les meufs seront intéressés aussi d'ailleurs. C'est ouf. C'est femme. Ah bah surtout que c'est sur ton compte, tu as économisé je sais plus combien. Hein. Bon sinon pour reprendre un petit peu. Yes, I. Maintenant qu'on est dans le bain. Donc, on n'est pas encore dans le bain. Hein? On n'est pas encore dans le bain. Non, on n'est pas encore dans le bain, mais là on est dans le bain du sport. C'est ça. Alors, on va faire un petit peu de vélo. Moi j'aurais dit un petit peu de la machine à pousser au rameur, vite fait. Histoire de chauffer les articulations et puis après on va envoyer un peu du. Je vais faire un peu de traction. Ouais. Moi, je suis pas très bon en traction, mais. Ah, écoute, c'est un début à tout. Ah, non plus, t'inquiète. Hein. Il faut. Là, je suis à 7 jours sur 7 de sport, donc on va y aller doucement quand même. Ouais, moi je suis à peu près à pareil. Hein. À peu près à pareil. Mais c'est ça aussi Bali. C'est la ça, puissance de Bali, c'est aussi le bien-être. Tout le monde prend soin de ceux, tout le monde mange bien. Alors il y en a quelques-uns qui vont faire la fête plus qu'autre chose, mais. Ouais, en fait, t'as tout à Bali. Ouais, mais j'ai l'impression. En tout cas, dans les gens que j'ai rencontrés pour l'instant, moi c'est que des. Bah oui, dans notre entourage, c'est ça. Ouais. C'est que des gens qui font. Mais t'as des grosses fiestas ici. Ouais. Bah, comme je disais, là, tout le voyage, moi, ça va être que du travail. Et les 2 dernières semaines, c'est ce que j'ai promis à mes amis. Là, je vais un peu plus lâcher et je sortirai. Ouais, il faut, un petit peu, tu vois. Bah, au moins voir cet envers, parce que pendant plus d'1 mois et demi, j'aurais rien vu, hormis l'ordinateur, le travail, les réseaux, du moins faire du réseau, le sport, mais voilà. Ouais. Mais du coup, alors pour en revenir un petit peu sur ta partie tout à l'heure, tu disais justement que tu as eu ton premier échec justement quand tu as vu que le salaire, on te proposait 4 000 pour 50 heures. Ouais. Et que pour toi, ça paraissait pas tant que ça. Peux-tu en dire un petit peu plus? Ouais, bah écoute, pour revenir, je te disais, c'est pas enfin, je me suis rendu compte que là, c'était pas l'Eldorado parce que tout calcul fait, ouais, 4 000 bruts, 50 heures par semaine. À l'époque, le taux de change, il n'était pas comme aujourd'hui, un peu moins bon qu'aujourd'hui, même s'il était toujours avantageux. Ça me faisait, ouais, ça allait me faire 2 800 € net, après impôt, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Mais pour 50 heures par semaine, quand tu fais le calcul, tu es à 1 700, 1 800 en France et que tu fais 35 heures, si je faisais 50 heures dans mon ancien taf en France, j'aurais été au même tarif, quoi. Donc c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas si rentable que ça pour ce travail. Donc j'ai décidé de refuser en fait cette offre d'emploi et de continuer mes recherches. Et je me suis dit, ouais, il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te correspond parce que je savais que je pouvais trouver, en tout cas c'est comme en France, tu vois, en France
tu as des entreprises qui payent moins bien que d'autres et tu as des entreprises qui payent super bien, tu vois, surtout dans l'industrie. Donc je me suis dit, voilà, j'ai refusé et puis après je suis parti, j'ai continué à postuler jusqu'au jour où je postule et en intérim. J'ai commencé en intérim et là, à ce moment-là, ouais, j'ai un retour positif d'une agence d'intérim qui me dit, bah voilà, votre profil est super intéressant, est-ce que vous pouvez nous contacter? Là, je me dis, ok, c'est cool, je les recontacte. Et en fait, cette agence d'intérim donc, me propose un poste qui est super bien rémunéré. Mais le problème, c'est que je n'avais pas encore passé mon permis SUVA. Okay. Ce fameux permis SUVA. J'étais, si tu veux, j'avais pris rendez-vous pour le passer, mais j'avais plus d'1 mois d'attente. Donc j'explique à la femme de l'intérim en lui disant, bah voilà, ouais, moi je suis super intéressé, mais j'ai pas encore mon permis SUVA parce que voilà, il fallait dans cette entreprise-là, qui est une très grande industrie en Suisse, il fallait ce permis SUVA. Donc je lui explique, je lui dis, bah voilà, moi je suis super intéressé, mais mon permis SUVA, je le passe dans 1 mois. Est-ce que c'est bon pour vous? Sachant qu'on sait que la disponibilité, la réactivité en intérim, c'est ce qui fait la différence. Donc j'avais un peu peur que mon opportunité me passe sous le nez. Et du coup, elle me dit, bah écoutez, super et tout, c'est cool, mais je vais en parler à l'entreprise, puis je vous recontacte. Puis là, je vois, elle ne me recontacte pas, 1 semaine, 2 semaines. Et du coup, moi, je la recontacte, je lui dis, bah voilà, vous m'aviez appelé pour tel poste, etc. Je suis en train de passer je vais passer mon permis SUVA. Elle me dit, oui, bah voilà, il faut vraiment avoir le permis SUVA, mais dès que vous le passez, vous me rappelez, etc. Donc, 1 mois après qu'on me propose ce poste, je passe mon permis SUVA, etc. Et du coup, je rappelle directement, une fois que mon permis SUVA passé, je rappelle directement cette boîte, cette agence de placement. Et je lui dis, bah voilà, vous m'aviez appelé, etc. J'ai passé mon permis SUVA, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et bah forcément, comme je disais tout à l'heure, l'important c'est la disponibilité, la réactivité. Et elle me dit que finalement le poste il a été pris, ce qui est normal, mais qu'elle ne manque pas de me recontacter si un jour il y a un autre poste. Okay. Sauf que là, 2, 3 semaines, 1 mois qui passe et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc je commence à me mettre la pression. J'ai mon chômage qui commence à me faire un peu mal parce que je suis à 800 balles par mois, 900 balles par mois. Et tu n'avais pas encore le chômage suisse. Exact. Du coup, ça commence à être un petit peu dur financièrement pour moi, sachant que mon fils, il était en bas âge, etc. Donc, peu de pression, je me mets un peu de pression en tant qu'homme de la maison, tu vois. Et du coup, je craque. J'ai failli abandonner mon rêve. Je postule. Alors, il faut savoir qu'en France, quand tu veux trouver un travail à la frontière, c'est trop facile. J'ai postulé à un seul poste en tant que chef. J'ai été pris directement. Okay. Donc là, tu vois, je commence à abandonner un peu mon rêve. Enfin, mon rêve, mon objectif en tout cas de travailler en Suisse, on va dire. Et à ce moment-là, du coup, je commence un travail en France. Pareil, en tant que chef, payé 1 700, 1 800 € par mois. Donc je commence ce boulot et là, je te cache pas, j'y vais à reculons en fait. J'y vais à reculons, je suis pas heureux, je me dis putain, t'as abandonné ton objectif. Ouais, je me sens pas bien, tu vois. En parallèle, je continue un petit peu mes recherches, tu vois, sans forcer. J'ai un peu perdu le moral, quoi, on va dire, à ce moment-là. Petite période un peu dure. Mais j'abandonne pas. Et à côté, j'ai ma femme quand même qui me soutient, qui me dit vas-y, tu vas y arriver et tout. Et un beau jour, à ce moment-là, ta femme? Ma femme, là, elle était en congé maternité, là. Ok. Donc elle travaille pas. Et du coup, ouais, en gros. À ce moment-là, du coup, je commence mon travail en France, comme je te dis. Et il y a 1 mois qui passe, donc je travaille 1 mois dans cette entreprise. Et un jour, j'ai un appel de cette agence d'intérim. Okay. Le lundi, je me rappelle, c'était un lundi. Et c'est un gars qui m'appelle, il me dit, bah voilà, Mickaël, ton dossier il a été retenu. Est-ce que tu peux commencer mercredi? J'étais en poste, j'avais même pas fini ma période d'essai dans ce nouveau boulot, du coup, en France. Et là, je dis ouais, allez, je plaque tout. Et j'y go. C'est une mission de 3 mois. En intérim, je savais que c'était une mission de 3 mois. Si tu faisais tes preuves, tu pouvais aller sur une mission un peu plus long terme. Je connaissais rien de l'entreprise, je savais pas si je pouvais me faire embaucher et tout. Mais du coup, let's go atteindre l'objectif, travailler en Suisse. Donc là, je démissionne.
Et le mercredi, je commence à travailler en Suisse, Ok. en intérim. Et du coup, c'est une entreprise, ouais, une grande entreprise en Suisse, leader dans son domaine. Grosse industrie. Et le salaire, c'est ouais, à peu près entre 5 et 6 000 nets par mois, Ok. impôts payés. Donc, ouais, ça me change la vie, là, tu vois. Comparé aux 4 000 bruts qu'on m'avait proposé, 40 heures par semaine. Ok. Donc, très bonnes conditions de travail. Ouais, je crois qu'on a pu échanger, mais bon contrat de prévoyance aussi. Très bon deuxième pilier. Pas mal de vacances. Je suis à 5 semaines par an, plus avec les repos compensatoires, on appelle ça en Suisse. Ok. J'arrive à 7 semaines Et c'est dans quel secteur? dans l'industrie chimique. Ok. L'industrie chimique, pharmaceutique. Voilà, hein, c'est un très bon domaine, donc voilà. Hein. Eh bien, on va se finir à petit rameur. Petit rameur. Petit rameur pour se finir. Non, pour se finir l'échauffement, bien sûr. Finir l'échauffement. On m'a déjà tué un peu, tu sais. Alors, le rameur. Ah, ça doit être comme ça. Hein. Donc, ouais. Tu te mets comme ça. Juste, essaie de rentrer toujours tes pecs devant. Tu sortir tes pecs et tu tires avec le dos en restant ton doigt. Yeah. Bah là, t'es bon là. Je me serais un poil plus incurvé comme ça et on est bon. Voilà. Du coup, donc cette entreprise dans le pharmaceutique, premier contrat Premier contrat et dernier contrat d'ailleurs. et dernier contrat. Ouais, parce que en vrai, je pense que enfin, je veux dire, au niveau de la qualité de l'entreprise, je pense que j'irai jamais dans une autre entreprise. Ok. Je pense que j'ai atteint le summum de. Enfin, je veux dire, c'est une très bonne entreprise, donc je vois pas pourquoi j'irai ailleurs. À la limite, évoluer à l'intérieur en tant que salarié, ça peut être très intéressant. Ok. Mais ouais, ça fait partie des leaders mondiaux de son secteur d'activité en Suisse, donc voilà. Hein. Mais du coup, donc, tu es rentré dans cette entreprise par le biais de l'intérim. Exactement. Et ensuite, voilà, pour ça, j'ai commencé ma mission de 3 mois. Tu fais tes preuves. Et en fait, ça donne forcément parce que bah, voilà, dans l'industrie, bah, tu as continuellement des opportunités, surtout si c'est une industrie qui marche bien. Donc ça recrute, ça ouvre des postes. Et du coup, ben, ils gardent leurs intérimaires, tu vois. Ils les gardent sur le long terme. Donc après, ça m'a prolongé sur une mission, on pourrait dire CDI intérimaire, tu vois. Ok. Donc mission de longue durée indéterminée en intérim. Et ensuite, l'objectif, une fois que tu as ça, bah, c'est de te faire embaucher en interne. Ah, donc ils embauchaient aussi, ils pouvaient récupérer les intérimaires en interne. Eh oui, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. C'est... Des fois, ils vont mettre des postes, tu vois, en public sur le net. Ok. Mais en fait, quand tu n'as pas d'expérience déjà en Suisse et puis en plus dans l'entreprise, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, tu as une ribambelle d'intérimaires qui sont déjà en interne et qui vont postuler en fait en interne à ces postes. Et eux, bah, on les connaît, ils ont fait leurs preuves. Donc derrière, si tu veux, en fait, le processus de recrutement, il se fait avec ces intérimaires-là. Ok. Et bah, tu as quand même pas mal de concurrence, hein, on va pas se le cacher. Et puis bah, voilà, par la suite, j'ai réussi à me faire embaucher au bout d'un an. Donc toi, tu recommandes du coup de passer par l'intérim pour aller chercher des postes fixes des fois. Ça dépend. Ok. Ça dépend du domaine, ça dépend de l'expérience de la personne. Il y a des gens qui se font recruter En direct. directement en direct, mais par contre, il faut avoir une solide expérience dans la chimie ou dans la pharma, Ok. tu vois. Moi, j'avais aucune expérience dans ça. Ah, zéro expérience dans le domaine. Ah non. Ok, donc là tu partais vraiment du zéro. Ouais, alors moi, je suis dans la logistique, donc forcément, j'avais de l'expérience en logistique, mais j'avais jamais eu d'expérience en industrie, et encore moins dans le chimie pharma, tu vois. Ok. Et tu penses avoir posé combien de CV pour pouvoir trouver cette première belle opportunité? Première et dernière, du coup? Ouais, j'ai dû envoyer une vingtaine de CV, je pense. Ok. Mais surtout que j'avais pas la bonne stratégie, je ciblais pas du tout en fait les bonnes entreprises, les bonnes choses en fait. Ouais. Sur les 20 CV que j'ai envoyés, j'ai dû envoyer 15 CV à des petites boîtes qui m'auraient jamais recruté. Enfin, Ah, donc et directement en CDI, tu vois. Ah, donc t'as pas bien ciblé, t'avais quand même modifié ton CV? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. J'avais quand même fait un travail en amont de recherche, tu vois. Ouais, donc les ATS, tout ça. Exactement. Mon CV était pas trop mal. Après, je pense que de toute façon, ce qui va faire la différence, donc ouais, faire un bon CV forcément, être visible directement auprès des recruteurs, ça c'est une bonne chose.
savoir se vendre et tout, bah ouais, c'est ta première carte de visite, c'est le CV. Mais ensuite, je pense que c'est la manière de créer des relations avec les recruteurs et plus particulièrement avec les agences d'intérim. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là, leur métier, c'est de répondre aux besoins du client. Donc, c'est de placer une bonne personne le plus rapidement possible à un poste demandé. C'est ça. Donc, finalement, c'est du donnant-donnant. Toi, tu as l'expertise. Et lui, derrière, bah, en fait, si demain, tu crées la relation avec lui, parce qu'il ne faut pas oublier, ça reste des humains. L'humain, c'est de la relation. Moi, je connais des très belles histoires là-dessus, où les gens, juste avec des relations, ils se sont fait placer dans des très bonnes entreprises. Et quand je dis relation, c'est pas du piston. C'est ces gens-là, ils sont venus... Non, les gens, il y en a beaucoup qui aiment appeler ça du piston, mais c'est juste du réseau. Voilà, ces gens-là sont venus à 2-0. Ils ont commencé à créer de la relation avec ces gens-là. Ils ont montré qu'ils étaient professionnels, réactifs, engagés. Et derrière, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça reste un humain qui a besoin de placer un intérimaire pour son client et de satisfaire la demande de son client. Donc voilà, après ça suit comme ça en fait. Et j'aime bien aussi, moi, leur dire à mes candidats, par exemple, quand j'ai des candidats qui recherchent dans une agence, tu sais, des fois, ils postulent à une agence, ils disent, l'agence, elle n'avait pas besoin. Je dis, ouais, mais est-ce que tu lui as demandé à la fin de ton entretien si elle connaîtrait peut-être une opportunité, une entreprise que tu pourrais démarcher? Ouais, ou avoir des feedbacks en fait. C'est ça. Et avoir que des ça soit, feedbacks. que ça soit dans un sens ou dans l'autre, je leur disais, soit tu demandes des feedbacks sur ta candidature, soit tu demandes justement s'ils ne connaîtraient pas, parce qu'ils disent, non, nous, on ne prend pas le CV, on n'a pas besoin. Ouais. Ok, mais est-ce que des fois, par tout hasard, gentiment, cordialement, vous connaîtrez une entreprise que je pourrais démarcher? Ouais. Et en fait, des fois, par rebond, comme ça, ils vont choper le rebond, du rebond, du rebond. Mais au final, chaque candidature le pousse à une autre. Parce que qui de mieux qu'une agence d'intérim dans un secteur d'activité pour te dire quelles sont les agences d'intérim quand eux ne veulent pas prendre ton CV? Déjà ça, et puis au plus du feedback. Savoir est-ce que la candidature, le profil, il correspond. Avoir des retours en fait, tout simplement, pour continuer de s'améliorer en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est important. C'est le but, non? L'amélioration. C'est le but de l'humain, je sais pas, mais... L'amélioration et le dépassement de soi. C'est un peu ça. Dans tous les domaines, ça marche. Hein. C'est clair. Tout n'est question de temps. De temps et de motivation. C'est ça. Bon, on est bien essoufflé, bien transpirant. On commence là. Et maintenant, on va commencer à pousser vraiment. Tu vois, petit corps de lâche, mais on n'abandonne pas. Oh, corps de lâche, corps de lâche. C'est qu'une question de temps, non? C'est qu'une question de temps et de rigueur, ce que je n'avais pas dans le sport pendant un petit moment. Moi, j'aime bien toujours dire, l'important, ce n'est pas de savoir de où on commence. Moi, par exemple, dans le business, c'était la dyslexie, la dysorthographie. Peut-être toi, dans le fitness, c'est la case départ parce que tu es plutôt ectomorphe. Exact. Et moi, je suis plutôt gros fat. Mais l'important, c'est là où on va et l'évolution. Parce que y en a, ils commencent de 10 et à la fin de leur vie, ils en sont à 11. Ouais. Et t'en as, ils commencent de 1 et ils finissent à 20. Ouais, c'est ça. Puis chaque chose en son temps, en vrai. Et ouais, faut pas que chaque objectif step by step, comme on dit. On fait quoi? On fait les petites tractions maintenant, c'est ça? Allez, c'est parti. Là, c'est le domaine où c'est moi le moment. C'est vrai? Être fat, c'est pas un bon domaine pour les tractions. Ah ouais, j'avais pas vu. Non, on est obligé, hein. On a un peu de craie, tu vois. Ça, à l'époque, on faisait des dessins sur les tableaux des professeurs, mais... Bah maintenant, ça sert à se lever en traction. All in the face. I'ma give me a piece of that cake. I'ma fly to Dubai on a plane. I'ma take my little bitch out of Spain. I'ma cover her body with same. You say you a shooter, you ain't. I ride around with the Ah, ça va, déjà pas mal. Okay. Moi, je pense pas que j'en fasse autant. Je suis pas un très bon en traction. Moi, c'est plutôt la force, moi. Pourtant, j'en ai fait un peu cet été. Hein. Ah, les tractions, c'est dur. Hein. Bah ouais, moi, alors j'y arrive, hein, je suis déjà monté à en faire une quinzaine, tu vois. Mais genre j'avais fait ça pendant 3-4 mois pour monter mon niveau. Ouais, de toute façon c'est ça, hein, ça serait trop beau de réussir quelque chose du premier coup, non? Ah oui. Ouais, peut-être je vais en passer 6. Ouais, comme t'es bon. Put a dick all in the face. I'ma give me a piece of that cake.
I'ma fly to Dubai on a plane. I'ma take my little bitch out of Spain. I'ma cover her body with same. Let her drip and Chanel in my main. They keep telling my head of the game. My auntie like it smell like cocaine. I'ma pray she get better with it. Then they got when I walk on the stage. J'ai un peu loupé le fast track. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Oh, en fait, si, ça monte, hein, mais ça arrache les mains. Ouais, tu trouves? Ah ouais? Mais tu pèses combien, toi? Hein? Tu pèses combien? Tu pèses combien? Là, je dois faire 70 kilos. Ouais. Ouais, je t'en mets. Je vais faire une dernière. 12 kilos, je crois. Je fais 82. Ouais, mais de toute façon, ouais. Toi, c'est plus la force et tout. Là. Toi, j'en fais une dernière montage. Tout à fait. Ah, vas-y. Sans les... Je vais essayer sans les, sans les pieds. Et tiens, le plus gros conseil que tu as donné sur la Suisse. Ne jamais abandonner comme sur la corde. Bah ça va, t'es monté? Ouais, je suis monté, sans les pieds en plus. Et après, on a les mains dégueulasses comme ça. Et puis je suis sûr que ta femme, elle doit te dire la même chose. Elle va dire c'est nul, moche, ça rappe. Non, elle te le fait passer là. Donc du coup, cette entreprise, maintenant ça va faire combien de temps un petit peu que tu y es? 4 ans. 4 ans? Ça va faire 4 ans là. Et tu comptes y rester, donc du coup, bah vitam aeternam maintenant, c'est ça? Ouais, dans le sens où ça sera, je pense, en tout cas j'espère, la dernière entreprise dans le salariat. Ok. Après c'est l'entrepreneuriat, l'investissement quoi. Ah, parce que tu fais quoi un petit peu dans l'entrepreneuriat? Bah, un peu la même chose que toi du coup, Jo. Ok. C'est que du coup, ben ouais, forcément ça a changé ma vie de travailler en Suisse. Et du coup, bah, forcément aujourd'hui, par rapport à mon histoire, etc., j'aide aussi les gens comme moi à travailler en Suisse. Donc voilà, les accompagner du début jusqu'à la fin. Surtout dans la recherche d'emploi. Avoir des stratégies optimisées pour rechercher ton emploi, créer de la connexion, etc. avec les recruteurs. Et du coup, c'est positionné comme un side project. Ouais. C'est-à-dire que tu fais ça à côté pour l'instant encore, Ouais, à côté de l'activité. Exactement. Et tu développes ton réseau, tes compétences et après tu vas switcher à un moment donné, je pense. Ou Ouais, tu vas garder toujours les deux. Ouais, non, on verra, tu vois, Ouais, on je sais pas verra encore. comment ça évolue. C'est sûr que le projet, c'est d'avoir, de quitter le salariat, ouais, c'est sûr. Après, je me mets pas de pression et je me mets pas de termes exacts, tu vois, pour ça. Ok. Le but, c'est, voilà, le but, c'est de satisfaire le client. Je suis très concentré sur la satisfaction client, l'apport de résultats. Et de toute façon, si demain j'apporte du résultat, ça sera une conséquence de tout ça en fait. Et c'est là, à ce moment-là, que je pourrais commencer à me poser cette question. Et après, bah oui, forcément, tu as un peu d'investissement, on investit pas mal. Je crois que les gens ils se rendent pas compte. Ouais. En temps et en moyens qu'il faut réellement pour y arriver. Je crois que les gens se rendent pas trop compte. Moi, j'aime bien, tu vois, j'ai quelque chose que je dis souvent, ce qui est vrai pour moi, c'est qu'à l'époque en France, Je t'écoute. ce que je dis souvent, ouais, c'est qu'à l'époque en France, tu vois, je mettais 300 € de côté par mois. Ouais. Et encore 300 € de côté, c'est pas vraiment de côté parce que c'est 300 € pardon, que j'épargnais chaque mois, mais des fois j'avais des galères de voiture, des petites galères comme ça, et finalement, bah, c'est pas vraiment de l'épargne parce qu'à la fin de l'année, tu as toujours des petits frais comme ça. Attends, recule un peu. Et puis aujourd'hui, bah voilà, tu arrives à mettre 3000 € de côté. J'ai entre 2 et plus de 3000 €. Donc finalement, quand tu fais le calcul, avant je mettais 300 en France. Ouais. Là, c'est à peu près 3000. Ça veut dire qu'un mois travaillé en Suisse, ça revient à 1 an de travail en France. Ça fait 4 ans que j'y travaille. Donc là, ça fait comme si je travaillais 40 ans dans mon ancienne boîte. Non, mais c'est vrai que Au niveau, je parle de l'épargne financière. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Tu vois, si tu le vois comme ça, en fait, c'est incroyable. Parce que ouais, du coup là, tu arrives à économiser 3000 balles par mois. Ouais, à peu 3000. près. 3000 Ouais, sans forcer, en fait. Après, c'est sûr que tout le monde ne pourra pas faire ça. J'ai un très joli salaire. Aujourd'hui, je dis pas que tout le monde aura le même salaire que moi. Par contre, moi, j'invite tout le monde
à rentrer en Suisse dans un premier temps et d'aller chercher ensuite les meilleures entreprises qui payeront le mieux, d'évoluer, etc., d'aller chercher justement ces salaires. Il y a beaucoup de gens qui commencent entre 4 et 5 000, mais après le but c'est soit tu évolues, soit tu vas chercher des grosses industries qui rémunèrent, et derrière tu vas... C'est comme en France, tu vois, je dis souvent en France, un mec qui travaille chez Carrefour, il va gagner 1005, un mec qui travaille chez Sanofi Pasteur dans la boîte pharmaceutique, il va gagner 2005. En Suisse c'est pareil. Ah mais les gens, en fait, il y en a beaucoup qui arrivent trop gourmands au début. Bah ça, j'ai même eu des candidats à l'accompagnement, mais qui arrivent trop gourmands au début. Puis avant de prendre l'accompagnement, le mec, il s'est pris tous les murs dans la tronche. Lui, il se voyait déjà directeur, CEO, tu vois. Ils prennent tous les murs et puis là, ils se disent non, mais en fait, non. Et je leur dis, les gars, des fois, il vaut mieux commencer en bas et repartir très vite. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens, notamment dans mon accompagnement, j'ai déjà vu des gens, les mecs, ils commencent à 110 la première année, deuxième année, 200. Et genre des gaps de fou. Mais si le mec il avait refusé les 110, jamais il aurait eu les 200 l'année d'après. Et même et ça c'est un peu spécial parce que c'est un mec qui a changé d'entreprise. C'est là où on a les plus grosses hausses en général. Mais là, même en interne sur une entreprise, j'ai déjà vu des mecs commencer à 80, là, 6 mois plus tard passer à 86. Mais on parle de 6 mois. En France, ton augmentation, il faut attendre 3 ans pour la réclamer. Ouais, c'est 30 € par an. Ouais, non mais la blague. Non mais ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Puis déjà, faut penser que une fois que tu as fait ta première expérience, déjà tu te vends différemment quand tu changes de boîte. Moi, tu vois, aujourd'hui, le fait que j'ai pris en expérience dans le domaine pharmaceutique, chimique, etc. Mais ça, c'est des skills de... Même si je suis pas à un poste à grosse responsabilité, c'est des skills de malade parce que derrière, des fois, ça m'intéresse de regarder les postes dans ce domaine qui est en Suisse. Bah en fait, je me dis maintenant j'ai construit des très bonnes compétences et derrière je pourrais aller chercher toujours plus ou moins des très jolis salaires, tu vois. Et après en interne, je prends des compétences, tu vois, là j'essaye de, nous c'est souvent, après les gens qui travaillent dans mon domaine, ils vont se reconnecter un peu, se reconnaître pardon un peu. Tout ce qui est environnement, hygiène, sécurité, maintenant j'essaye d'évoluer un peu, tu vois, je fais des formations comme ça. En Suisse? En Suisse, ouais. Et du coup bah voilà, ça me donne plus de skills dans mon CV. T'en penses quoi des formations en Suisse? Alors bah moi je suis dans une industrie où on fait pas mal de formations en interne, donc c'est cool. Tu vois, c'est un peu le mindset un peu à l'américaine, tu vois. Conférences, formations, toutes les 2 mois on fait des mises à jour. C'est super cool, moi j'ai adoré ça. Et ouais, non franchement ça j'adore. Et puis après voilà, dans certains domaines je sais qu'il n'y a pas tout le temps des formations comme ça. C'est peut-être à toi d'aller les chercher dans certains domaines. Mais en vrai, ça vaut le coup dans un pays comme la Suisse où tu sais que derrière, tu vas pouvoir augmenter ton train de vie, ta qualité de vie. En France, c'est sûr que passer une formation pour aller gagner 50 balles de plus, ça fait un peu chier personnellement parlant, tu vois. Ça te donne pas trop envie, mais en Suisse, voilà, si tu as envie d'évoluer, si ton but c'est ça, let's go, tu vois. Ouais, et puis les formations en Suisse, je trouve qu'elles sont beaucoup nichées. C'est-à-dire qu'on va pas, notamment moi dans la finance, celle que j'ai passée, on va pas t'apprendre du français, de la géographie ou je sais quelle connerie. On t'apprend la finance, point. On t'apprend les assurances. Tu es spécialiste quoi. Ouais. Par exemple, je pense que dans les formations, notamment dans la logistique, on t'apprend la logistique, le domaine précis que tu dois apprendre. On va pas te dire l'histoire de je sais pas qui ou la géographie de tel pays qui n'aura pas vraiment d'impact. Et en France, je trouve qu'on retrouve beaucoup dans les formations, on a des formations sur 3-4 ans alors qu'en réalité, elles pouvaient être condensées en 6 mois. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que j'ai pas trop fait de formation en interne en France, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis, non, en Suisse, ils sont vraiment là pour te spécialiser dans ton domaine et que tu deviennes vraiment un expert de ton domaine. Et tu vois, dans mon entreprise, ils font vachement ça pour que derrière les gens, une fois qu'ils ont formé ces gens-là, leur but, c'est de les garder. Tu vois, on entend souvent dire oui, la Suisse, tu peux te faire virer facilement. C'est vrai et pas vrai. Déjà, moi, j'adore l'industrie parce que dans l'industrie, tu as souvent des CCT, donc des conventions collectives de travail, des syndicats, que tu n'as pas dans certains domaines en Suisse. Et du coup, ça te couvre, je veux dire, tu es super bien couvert en tant que salarié. Tu te fais pas virer comme ça, tu as des minimums de salaire, tu as des minimums de vacances, etc. Donc en fait, c'est pour ça que j'adore l'industrie. En tout cas, en Suisse, les métiers de main-d'œuvre, ils sont ultra reconnus. Et tu arrives à bien vivre, à bien t'épanouir en tant qu'ouvrier qualifié, tu vois. Et donc pour toi, t'en penses quoi du fait qu'on peut se faire licencier à tout moment en Suisse? J'aime bien te poser cette question parce que j'ai une vision assez précise là, tu vois. Alors, déjà comme je le dis, dans l'industrie, c'est pas vraiment vrai. Enfin, en tout cas, si tu travailles dans une entreprise qui a des CCT, des conventions collectives et tout, déjà c'est beaucoup moins vrai. Parce que tu te feras pas virer comme ça si tu fais ton boulot ou si t'as pas de licenciement économique ou etc. Ok.
Et la deuxième chose, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, un mois travaillé en Suisse, ça correspond à plusieurs mois travaillés en France. Donc il vaut toujours mieux travailler en Suisse, même si c'est 1 an dans ta vie et se faire virer. Pour moi, hein, c'est comme ça. Après, peut-être que les gens ne se reconnaîtront pas dans le message que je dis, mais il vaut mieux travailler 1 an en Suisse, se faire virer et repartir sur quelque chose, plutôt que de jamais travailler en Suisse en fait. Alors moi j'aime bien dire pour le licenciement, oui c'est vrai que d'une manière générale, on arrive à être licencié, du moins ils disent qu'on peut être licencié assez facilement en Suisse. C'est vrai et pas vrai, mais dans une boîte on ne vire jamais les meilleurs, on ne vire jamais les moyens. Par contre les plus nuls, les boulets, on les vire. Ouais. Et j'aime bien mettre, alors c'est peut-être un peu brutal comme parenthèse, hein, on va pas se mentir, mais j'aime bien mettre ça en place que si demain tu fais partie du middle et que tu n'es pas un contraignant et que tu apportes du CA à ton patron, tu lui apportes de la value, pourquoi il virerait un bon élément dans sa boîte? Quelle raison on a de virer un bon élément? Demain tu as une boîte, tu as ton entreprise, est-ce que tu vires tes meilleurs vendeurs? Non, la seule manière pourquoi je virerais quelqu'un, c'est parce que je suis en licenciement économique. Oui, c'est tout. Oui, mais ça malheureusement, oui, ça c'est pas le choix pour l'entreprise. Non, sinon il n'y a aucune raison. Et après, ce que tu dis, c'est vrai et ça dépend dans différents domaines. Moi, par exemple, je vois dans l'industrie avec les CCT, tu as des gens, dans toutes les industries, tu as des gens qui travaillent beaucoup, des gens qui travaillent moins. Tu vois, c'est un peu le truc de l'industrie, de l'usine, etc. Mais ces gens-là ne se font pas virer parce que tu as des CCT. Demain, on n'oblige pas un salarié à avoir une cadence de travail. Donc, tant que le gars, il est à l'heure, qu'il respecte les process, etc., qu'il est honnête et tout, finalement, il se fait pas virer, tu vois. Ah, mais donc, ça dépend des domaines. Ouais, ok. Donc pour toi, ça dépend des domaines. Et ouais, je pense que ce que tu disais, c'est très vrai dans le domaine commercial où demain, tu dois, pour tous ceux qui vont être dans la vente, notamment toi dans l'assurance et tout, où tu vas devoir apporter du chiffre d'affaires à ton entreprise. Non, même par exemple, alors moi je reprends l'ancien métier que j'avais, parce que c'est là où ils m'ont connu aussi, l'hôtellerie notamment. Okay. En hôtellerie, même en quand j'étais en manutention, on n'allait pas me virer sachant que j'envoyais au moins autant que tout le monde. Ouais, bien sûr. Par contre, ceux qui arrivaient toujours en retard, qui étaient mauvais le matin, ils se réveillaient, du moins ils n'étaient pas en forme le matin, ils traînaient les packs parce qu'on en a pas mal comme ça, ou qui posaient des arrêts sans cesse. Oui, s'il y en a un qui devait sauter, c'était eux. Ouais, c'est normal. Mais si tu étais dans le milieu du panier, d'une manière générale, on ne te licenciait pas abusivement. Non. En tout cas, moi j'ai. T'as déjà vu un peu des licenciements abusifs, j'ai jamais eu dans mon entourage ou des gens que j'accompagne et tout. Par contre, ouais, des fois ça m'arrive de regarder les groupes Facebook, j'en ai déjà vu un ou deux, tu vois. Sur les groupes, ouais, de faux. J'en ai déjà vu un ou deux, c'est vrai, donc ça doit arriver. Après, écoute, en tout cas, moi personnellement, je fais en sorte que ça m'arrive pas. Je respecte les process, je suis honnête. Et voilà, être honnête, respecter les règles. Et normalement, ça se passe bien. Hein. Ouais, je pense aussi. Voilà. Hein. Ah bah là, la pluie de Bali. Bah là je crois que la waterfall ça va être chaud patate hein. Ici, quand ça pleut, ça fait pas semblant. Ah oui, à savoir on est en scooter bien sûr hein. Sinon ça serait pas drôle. Cause I've been stuck on the country white bitch. I fuck with a bitch, got on boots with her britches. Damn, she bad, she wanna go fish. No liquor, she fuck with the bitter, she sippin'. I been stuck on the country white bitch. She got on the boots, she thinking them bricks. Damn, she bad, she wanna go fish. No liquor, she fuck with the bitter, she sippin'. I ain't chasing no hoe, but she got on her boots. Fuck it, she bad as the fuck, I'ma spin it. I build this shit up on the ground like a roof. Get locked up, traded my butter for shoes. Fuck this nigga, got him a gun, he ain't shoot. He block on the motor, can't fold, stay true. President, don't need a car, they gon' school. Just keep me away if she country with British. I been stuck on the
country white bitch. I fuck with a bitch, got on boots with her britches. Damn, she bad, she wanna go fish. No liquor, she fuck with the bitter, she sippin'. I been stuck on. Allez, c'est parti pour 15 minutes. On est chaud. Chaud. Voilà, du coup, pour continuer un petit peu cette discussion. Ouais, dis-moi. Au niveau des assurances, toi, qu'est-ce que tu as choisi un petit peu en assurance en Suisse, la Lamal, CMU? Ouais, j'ai pris la malle, exactement, ouais. T'as pris la Lamal? Ouais, exactement. Pourquoi? Bah forcément parce que déjà j'ai un salaire qui est plutôt haut. Donc ce qui est conseillé quand tu as un salaire plutôt haut, c'est de prendre la malle, parce que c'est un taux fixe. Tu sais un peu combien tu gagnes brut? Brut, ouais, je suis à 8000 à peu près. Ok. Plus peut-être. Ok. Sur 12 ou 13? 13. Sur 13 mois? Ok. Ouais. Ok. Donc là, ça fait 90, ouais, 90. Donc ouais, là en Je général. suis à 100 à peu près à l'année, ouais. Ouais, donc là, le choix, il est vite réglé. Il est vite réglé, exactement, ouais. Est-ce que tu avais fait les calculs un peu de la CMU avant? Même pas. Même pas? Même pas, Toi, je d'entrée, savais que c'était la malle qu'il fallait prendre. Et puis peut-être dans ta boîte aussi, d'entrée, tout le monde était déjà orienté là-dessus, non? Bah non, parce que tu connais, les anciens, ils ont pris quand même la CMU. Il y a 10 ans de ça, il y a 15 ans de ça, ils prenaient la CMU. Puis finalement, le taux a augmenté. Et puis ils se sont retrouvés à payer des cotisations à 400, 500 par mois. Contrairement à ce que moi, actuellement, je paye 200 francs. Ouais. 250 parce que j'ai mon fils qui est avec moi sur la malle. Ok. Et sinon, personnellement, moi, c'est 200. Ouais. Et c'est 50 francs pour mon fils. Bon, après, il y a la hausse, par contre, qu'il faut faire attention l'année prochaine, là. C'est l'année prochaine, hein? Ouais, alors elle devait être pour 2025, Ouais. ce qu'ils ont dit, Du coup, c'est Elzana. 2026. Et ils ont décalé à 2026. Par contre, le montant exact, on le saura qu'au mois d'octobre 2025. Mais on devrait graviter entre 300 et 350. Mais même à ce montant-là, avec tes revenus, dans tous les cas, Ouais, bien sûr. on est toujours au-dessus. Puis en plus, tu peux te faire soigner en Suisse. Enfin, je veux dire, bon, là, on n'a pas trop de soucis à se faire pour le moment, mais tu connais un peu les spécialités en France. Je te dis une bêtise, pour un dermato, tu as 8 mois d'attente. Ouais. En Suisse, c'est pas ça. Et la qualité des soins, elle est top. Donc, ça m'est jamais arrivé encore de me faire soigner en Suisse, honnêtement. Mais pourquoi pas un jour, tu vois, de partir sur ça. Hein. Bah, en tout cas, si tu as des urgences, si tu as quelque chose Voilà. que tu veux faire rapidement, au moins tu peux y aller. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de la France, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas de la France, exactement. Ouais. Et ok, donc ouais, tu as choisi cette bonne Lamal, cette bonne vieille Lamal. Et au niveau, toi, comment tu t'es positionné? Tac. Comment tu t'es positionné, toi, sur la partie... Alors, tac. Comment tu t'es positionné, toi, sur la partie impôt? Du coup, tu es imposé où? Pourquoi? Est-ce que tu savais avant de commencer à travailler? Non, avant de commencer. Oui, si je savais un petit peu, je m'étais un petit peu renseigné. Là, je suis imposé du coup canton de Genève à la source. Ok. Et non, je savais un petit peu parce que ouais, tu connais un petit peu la base, quoi. Mais après, faut rentrer dans les détails, je connais maintenant que je travaille. Mais avant ça, non, je m'étais pas non plus renseigné à fond, quoi. Et alors, tu trouves que c'est plus intéressant que payer ses impôts en France? Ah bah ouais. Depuis les retours que tu as eu, je veux dire maintenant. Ouais, bah oui, honnêtement, moi surtout qu'en plus j'ai un enfant, je fais une rectification à la fin de l'année. Donc je paye déjà pas mal d'impôts, mais avec la rectification, vu que j'ai des enfants et tout, ils me rendent beaucoup. Donc en fait, je me rends compte que je paye pas non plus énormément d'impôts. En tout cas, j'en suis satisfait, tu vois. Tu passes en barème H et du coup tes impôts, paf! Ils me rendent 50%, 40-50%. Ça fait combien à peu près par an tu récupères en impôts avec la rectif? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que les gens, des fois, ils se rendent pas compte des rectifs. Bon, là, c'est l'enfant, mais il y a d'autres cas. Il y a ma situation qui peut être différente de certains. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte, genre des gens même dans ta situation, qui se disent bah non, il faut être riche pour avoir un conseiller financier ou il faut être riche pour faire une rectif. Et puis les mecs, ils le font jamais, sauf qu'on peut pas la récupérer dès qu'on a passé le 31 mars. Et du coup, toi, par exemple, tu récupères combien chaque année? Je paye à peu près entre, je dirais, 18 000 d'impôts. Ok. Hors sup, même si je fais des hors sup et tout, je suis à peu près à 18 000 en vrai. Ça dépend, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Ok. Ils vont me redonner 40% de cette somme-là à peu près. Avec un enfant à charge en étant célibataire. Ok. Enfin, je suis pas célibataire, mais je suis pas marié avec ma femme. T'es pas marié, donc t'es considéré comme célibataire par l'administration fiscale. Exactement. Ok. Et après, au niveau de l'enfant, du coup, tu as le droit à des aides, autre chose? 300 francs par mois d'allocation familiale. Hein. Ok. Et, mais est-ce que tu as dû... Alors, comment tu as procédé? Parce que moi, je sais que j'en ai déjà parlé sur certaines vidéos, notamment la vidéo alloc, mais comment tu as procédé pour toucher? Est-ce que tu touches mensuellement celle de la Suisse ou annuellement? Non, mensuellement, moi, parce que tous les deux, moi et ma femme, on travaille en Suisse. Ok. Elle travaille dans le canton de Vaud, maintenant.
Mais du coup, c'est comme ça quand les deux travaillent en Suisse. Pourquoi? Parce qu'on dépend totalement de la Suisse, donc c'est versé sur celui qui touche le plus gros salaire, donc le mien. Et du coup, je touche 300 francs par mois. Je crois que c'est 313 francs, je ne me rappelle plus, 313 francs exactement par mois. Et comment j'ai fait? Tout simplement, il fallait faire... fallait monter. Excuse-moi pour la montre. il fallait que je prenne, je me rappelle plus comment ça s'appelle là comme ça, mais il fallait que je prenne un papier en fait de ma CAF française et que j'envoie tout simplement à l'attestation de travailleur frontalier, exactement. Voilà, comme quoi tu refusais, parce que du coup tu as refusé celle de France. Je crois que c'est même pas que tu refuses, c'est que vu qu'on n'a plus un pied en France, ouais, vu que toi, c'est obligatoire en fait. Parce que toi tu as les deux du couple. C'est vrai que des fois il y en a un d'un côté, l'autre de l'autre, et notamment la femme qui ne travaille pas, donc du coup elle a les allocations françaises, sauf qu'en fait si elle les accepte, c'est ce qui aurait pu t'arriver si madame était en France, mais si elle les accepte, du coup la Suisse te verse que annuellement. On va continuer. J'ai même une nuque. Allez. Bon, il est pas très froid en vrai, ça va. C'est pas le plus froid, mais il faut quand même rentrer dedans à chaque fois. Rentrer dedans. Je sais pas combien il doit faire, 15 je pense. Ouais, la 15. Celui d'élite il est à 4-5. Ouais. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Maintenant qu'on est bon dans un petit bain froid, donc du coup tu nous expliquais tout à l'heure que pour toi c'était pas forcément une mauvaise chose d'avoir au niveau de la CAF, que tu avais eu un petit problème. Déjà ça met énormément de temps la CAF française, j'ai eu pas mal de soucis pour me sortir ce papier justement pour toucher mes allocs en Suisse. La CAF française ils sont très longs, tout ce qui est administratif français malheureusement. C'est vrai que de ce côté suisse c'est vraiment un avantage en vrai. Et puis ouais, parce que vu des fois je pense que c'est bien aussi, faut vraiment calculer en fonction de sa situation. Est-ce que le conjoint ou la conjointe reste en France ou travaille en Suisse? Parce que moi par exemple je me suis retrouvé en fait vu qu'on travaillait tous les deux en Suisse, ce qui est très bien, hein, attention. Mais par exemple vu que je devais faire garder mon fils par une nounou du coup, normalement tu sais du coup tu deviens un espèce d'employeur hein, forcément quand tu as une nounou. Et en fait quand tu travailles en France, tu as l'avantage qu'en fait l'URSSAF te rembourse les cotisations patronales. Donc si par exemple tu dois payer ta nounou, je te dis une bêtise, 400 € pardon, au mois pour une prestation, moi en fait, moi je la payais à peu près 600-700 parce qu'on faisait garder mon fils 8 heures par jour pendant 5 jours au début. Et en fait je me suis retrouvé à payer x2 en fait, parce qu'en fait vu qu'on n'avait plus un pied en France, la France voulait plus nous donner les avantages de la France. Donc je payais l'URSSAF, ce qui me revenait à payer 1600-1700 € de nounou par mois en fait. Mais à ma nounou je lui donnais que 800, mais en fait je payais les cotisations patronales, tu vois. Ouais, tu payais donc à ce moment-là on s'est dit, est-ce que c'est vraiment rentable que ma femme aille bosser? Ou comment, tu vois? C'est pour ça que des fois c'est important des fois dans certaines situations c'est important de voir un petit peu est-ce que ta femme ou ton conjoint baisse son pourcentage, est-ce qu'elle revient pas travailler en France, prend certains avantages d'un côté comme de l'autre, tu vois. De l'optimisation. Hein. Voilà, de l'optimisation tout simplement. Des fois aussi, tu vois, nous on s'est posé la question avec ma femme de se dire est-ce que c'est pas mieux de moins travailler pour elle, perdre un petit peu en pouvoir d'achat légèrement, mais d'avoir beaucoup plus de temps, qu'elle ait beaucoup plus de temps pour elle et notre famille, tu vois. Elle travaille dans quoi ta femme? Elle est infirmière. Ok. Elle est infirmière, ouais. Et donc elle était infirmière en Suisse aussi? Ouais, okay. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Et alors qu'est-ce que c'est un petit peu la vie en tant que parent en frontière? Est-ce que les écoles sont bonnes? Pour l'instant il est déjà à l'école? Ouais, il est déjà à l'école, okay. Ouais. Alors, est-ce que les écoles sont bonnes? Ça reste les écoles françaises, hein, donc ça dépend. On va dire, de toute façon, moi, le mien, il est en petite section de maternelle, donc c'est ok, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu l'as mis vers où Thonon, vers Thonon-les-Bains, ouais. Mais ça reste quand même une bonne ambiance, du moins. C'est pas trop de délinquance comme j'ai pu entendre par exemple à Annemasse. Moi, j'ai entendu de sacrées histoires sur Annemasse. Ouais, non, mais après, de toute façon, ça reste des petites écoles. Et puis après, moi, je viens de Lyon, je viens d'une grande ville, c'est pas des grandes villes, donc forcément, t'as quand même plus de. Ça reste la campagne en vrai, tu vois, un peu plus la campagne, donc c'est cool. Mais ouais, à terme, de toute façon, le but, c'est de l'emmener plutôt vers une autre culture, tu vois. Moi, ce qui me dérange le plus dans la culture française, dans l'éducation, c'est en tout cas je parle pour moi, comment je l'ai vécu, l'anglais, tu vois, on nous poussait pas à l'anglais. Aujourd'hui, on le sait, tu pars à l'étranger, la plupart des Français, il n'y a que nous, on est nuls en anglais. Et ça te bloque. Et moi, je veux pas que mon fils il soit bloqué pour ça. Les Suisses, ils sont forts. Ils sont meilleurs que nous.
Alors côté Suisse romande, un peu moins déjà, je pense. Moi je sais que j'ai rencontré plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai Ouais, bien sûr, ils sont meilleurs que nous. Genre les gamins ils ont 15 ans, ils peuvent parler français, anglais, allemand, voire italien. Ils sont trop forts. Et tu regardes ça, nous on arrive, les mecs ils sortent de double master. Ouais, j'en ai dans les accompagnements. Ils parlent pas anglais. Ils parlent pas anglais. Ils parlent Donc ça c'est un vrai problème. Ouais, c'est tellement dommage. C'est ça par contre du coup, t'es on bloqué. arrive à des cas où on part en voyage pour ça. Où moi justement j'étais en train de dire à ma femme, je vais partir 2 semaines à Londres 2-3 fois par an, seul. Par contre du coup, pour pas avoir, parce que si j'ai ma femme, c'est en fait tu vas trop vite t'appuyer sur le français. Ouais, c'est sûr. Et apprendre parce qu'en fait on n'a pas réussi avant en fait. Ouais, puis aujourd'hui, moi je me dis, enfin tu sais, on parle de la Suisse parce que nous c'est notre histoire, mais il y a plein de pays qui sont intéressants aussi. Et la Suisse c'est l'un des seuls pays, en tout cas la Suisse romande, déjà la Suisse romande elle est petite. Si demain tu savais parler bien anglais et un petit peu allemand, t'élargis tes perspectives. Et puis si tu parles anglais, t'as pas que la Suisse aussi. Si demain t'as envie d'aller en Australie, au Canada, Londres, les États-Unis. Aujourd'hui tu parles que français, t'es bloqué à la France, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu dommage en fait. Ah je trouve aussi. Donc voilà. L'anglais est quand même essentiel. Mais du coup ta petite vie de famille en frontière pour l'instant c'est pas plus mal. Bah ouais, bien sûr. Et en termes d'objectifs après par la suite, avec la Suisse ou sans la Suisse, c'est quoi un petit peu où tu vas dans les 5-10 prochaines années? Alors déjà je dirais déjà là, depuis ces 3 mois de congé sabbatique j'ai énormément voyagé, j'ai rencontré énormément de personnes, des très bonnes personnes, des entrepreneurs, des gens avec beaucoup d'objectifs, donc déjà ça te forge un mindset. T'apprends énormément de choses, ça m'a coûté de l'argent parce que j'ai voyagé, etc. Mais c'est de l'argent qui m'a appris énormément de choses, tu vois. Donc je vais revenir en Suisse, je vais revenir en France, plutôt à la frontière. Mon objectif c'est de coffrer un maximum encore. Ok. Un objectif précis en termes d'épargne? En vrai j'avais déjà coffré, en 3 ans j'ai déjà mis 100K, tu vois. Maintenant mon objectif il est plus... Donc là voilà, j'ai fait des investissements et tout. Mon but c'est, honnêtement mon but, et puis on en parle avec les colocs de Bali, c'est faire du cash flow. Donc je continue mon travail en Suisse, je mets de côté. Derrière je réinvestis un petit peu dans l'entreprise, la satisfaction client, accompagner les personnes, etc. Qui trouvent leur travail et tout. J'ai énormément de satisfaction client, ça c'est le top. Faire du cash un petit peu avec ça aussi, on va pas se le cacher, ce qui est normal. Ça reste un business, hein. Tu peux pas passer ta vie et ton temps libre 24h sur 24 à monter quelque chose si tu ne gagnes pas ta vie dessus. Ouais, puis aujourd'hui on a quand même une bonne expertise, on a des connaissances, on peut faire gagner du temps aux gens, donc c'est important. Maintenant il faut en avoir pour son prix et je pense qu'on est aligné là-dessus. Mais ouais, après c'est coffrer un maximum, créer plus au niveau de l'entrepreneuriat. Et derrière, je te cache pas, ça va être réinvestir en DCA beaucoup sur le Bitcoin et S&P 500, on va dire, classique. Surtout que là, le S&P il a pris une bonne claque, c'est un bon, et Bitcoin aussi du coup. Là, je suis déjà aussi sur BTC. Et moi je suis plus, alors j'ai du S&P mais très très peu. Toi t'es Nasdaq toi. Moi je suis Nasdaq. C'est moins sécuritaire le Nasdaq que le S&P en soi. C'est la tech et je suis fan de la tech. Pour moi on est... non mais c'est cool aussi le Nasdaq. Par contre S&P, de toute façon les 3 piliers pour moi c'est Nasdaq, S&P, MSCI. Ouais. C'est juste le taux de risque qui augmente. Bien sûr. Et le taux d'intérêt avec... Non mais après voilà, tu vois, classique, faire du cash. Réinvestir en DCA, si tu as une rentrée d'argent tous les mois, tu réinvestis en DCA. Classique, moins de prise de risque, pas commencer à faire le trader, parce qu'on n'est pas des traders. Donc investissement long terme. Investissement long terme, DCA, BTC, S&P 500 globalement, tu vois. Après voilà. Et ça il faut bien le préciser parce que les gens, et ça c'est pour ça c'est important de le dire, c'est qu'on n'est pas des traders. Moi je fais de la finance mais je suis pas trader non plus parce qu'il faut vraiment mettre 2 billets. Trader est un métier à part entière. Bien sûr. La finance en est un autre et c'est pas du tout la même chose parce que nous on va recommander en finance tout ce qui va être du DCA, des choses comme ça et qui n'ont rien à voir avec un trader qui lui trade à la seconde, à la minute et il peut faire envoler 100 000 balles en 3 minutes quoi. Ouais et puis les émotions c'est incroyable. J'ai déjà rencontré un trader et tout et... En vrai, les émotions, la psychologie, au bout de 10 ans, t'es rincé quoi. Les gens,
un mec qui fait une carrière entière dans le trading, c'est rare, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de tous ceux qui vendent ça à Dubaï? Ah, ça dépend qui. Il y en a des bons et il y en a qui font juste de l'affiliation. Nous, voilà, moi après je me renseigne beaucoup sur l'entrepreneurial business. Je sais maintenant, moi, déceler de celui qui vend de l'affiliation plutôt qui fait du vrai trading. Il y en a des vrais traders, il y en a des mecs qui sont plutôt bons. Ouais, mais généralement ils vendent pas un lifestyle. Ouais, ou alors malheureusement c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait vendre aussi, donc bon. Mais il y en a quand même des bons, pour moi il y en a des bons. Maintenant attention à bien différencier entre ceux qui sont vraiment des traders et ceux qui te vendent de l'affiliation. Ouais. Tout simplement. Pour moi c'est un peu ça, tu vois. Si, non, mais je rejoins un peu le point de vue. Après moi je sais que dès que le discours est trop orienté sur le lifestyle, je m'écarte un peu, du moins Bien sûr. C'est pas un marketing qui parle. Maintenant, bien sûr qu'il y en a des très bons, bien sûr, et de toute façon l'élite va là-bas pour les impôts. Ouais. Donc s'ils vont là-bas pour les impôts, ça veut dire que les meilleurs ils sont aussi. Donc il faut être. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ce que j'aime bien dire aussi avec la différence avec Dubaï, j'aime pas vendre le lifestyle, mais ce que j'aime bien dire avec la différence avec Dubaï, c'est que demain tu as quelqu'un qui a la même entreprise que nous, à Dubaï. Nous on est en France, on prend l'extrême opposé. Si lui, tout ce qu'il paye pas en cotisation, il le réinjecte dans son business, en 5 ans, il nous a mis une tempête. De fou. Et genre ça, il faut que les gens en ont conscience aussi quand même. C'est que vendre un lifestyle, moi je suis pas aligné avec. Par contre, il faut être réaliste que ne pas payer de charges et de réinvestir cet argent-là, que ça soit dans la délivrabilité pour les Bien clients, sûr. ou que ça soit pour l'entreprise, pour la montée elle-même. Ouais. Ça peut être pour la vente pure, mais même ça peut être bénéfique pour le client lui-même. En réalité, tu payes moins de charges, tu peux payer plus cher tes coachs, donc tu peux en avoir plus de réseau. De fou. Puis moi, tu vois, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est de réinvestir en France. Tu vois, là, moi, mon cash, j'en garde un petit peu pour le réinvestir, mais je pense déjà à dans quel pays je vais l'investir. Et là, particulièrement, la prochaine étape, c'est l'expatriation en Suisse, parce que je préfère investir en Suisse, enfin mettre mon argent, par exemple, dans la crypto en Suisse, que le mettre en France. Ouais. Parce que derrière, quand je vais sortir avec des gains, ou enfin voilà, s'il y en a, derrière, en France, là, j'ai vu 33 ou 37%, ils veulent augmenter. Alors là, la flat, elle est à 30 et on passe à 33. Non, mais je crois que sur les cryptos, ils veulent augmenter sur les Ah, cryptos. j'ai pas regardé sur les cryptos. Bon, après, c'est un peu, voilà, on va pas s'avancer là-dessus, J'ai mais. pas prévu d'être en France au moment où je Tu vois, c'est ça aussi qui est important, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est de mettre mes billets en France, tu vois, Alors, par rapport à ça. Limo non plus, tu mettrais pas toi? Faire du lever sur la dette, tu vois? C'est. Si. Après, chacun est différent, tu vois. Moi, je préfère. Je suis plus entrepreneuriat, cash flow et pourquoi pas investissement, mais vraiment. Là, tu vois, je parle avec des entrepreneurs à Bali, limite, j'ai envie d'investir à Bali, quoi. Bah, j'avoue que, c'est ce que j'ai dit, on en a déjà parlé ensemble. Alors, en France, moi je veux un bien, juste histoire que ça soit fait cette année, en fait, ni moi. Et que ça commence à tourner, puis pour en arracher un autre, mais tout seul, ça s'autofinance et que je puisse juste lever 10K tous les ans. Donc j'en veux quand même un minimum en France, mais vraiment minimum. Pour tout ce qui est bourse, tout ça, de toute façon, dans tous les cas, je compte vivre en Suisse aussi, c'est ce qu'on avait parlé ensemble. Donc tout ce qui est crypto, bourse. Tout en Suisse, mon entreprise est en Suisse, je veux vivre en Suisse. Voilà, c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Ça va être mon point fixe à terre, ça sera la Suisse, parce que je kiffe ce pays et c'est lui qui m'a donné toutes les opportunités. Maintenant, c'est vrai qu'en étant venu à Bali, comme je te disais, en termes de bien corporel, notamment la sauna, hammam, bien manger, bien se nourrir pour l'hiver, sachant que j'aime pas l'hiver et que je trouve ça très démoralisant personnellement. J'évolue pas l'hiver sur mon business, au contraire, je suis plutôt dans une phase de dépression alors que je produis énormément. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'acheter sur Bali. Tu viens passer 3 mois, tu as un petit bail comme ça, 3-4 mois l'hiver, esquiver une partie d'hiver, tu viens de produire et faire du bien à ton corps. Et tu reviens en France encore plus fort pour les business parce que malheureusement, pour ma part, mes business sont physiques là, donc j'aurai pas le choix. Et après tu repars et tu fais des cycles un peu comme ça. Et je pense que ça peut être... Après, ça dépend, il y en a qui veulent faire de l'achat-revente, du locatif, tu vois. Après, tu vois, moi je discute beaucoup avec des entrepreneurs smart ici, et je trouve que c'est super intelligent, ils m'ont beaucoup remis en question là-dessus. C'est sur le locatif, je pense que c'est très bien, mais finalement, si tu dois mettre de l'apport, donc on revient en France, c'est très bien parce que tu mets pas non plus énormément d'apport. Et tu vois, en fait, finalement, sur le locatif, tu vas bloquer de l'argent. Alors que le but, est-ce que ça serait pas de faire que des business à cash flow? Business à cash flow, achat-revente. Tu montes ton capital jusqu'à 1 million, on va dire. 1 million, tu réinvestis sur un actif qui à 10% par an, ça te fait 10 000 euros par mois. Tu vois, le but, c'est peut-être monter rapidement en capital
jusqu'à une target de 500 000, 1 million. Et derrière, tu les mets à 10%, sécurisé. Ça te fait 10K par mois, quoi, à peu près, quoi. Voilà, on a Ah, mais si, bah, 10K par mois, tu vis bien, quoi. J'y avais déjà pensé. Ouais, après, ça dépend toujours. Un objectif, toi, tu as des objectifs financiers ou c'est des objectifs de liberté? Au début, c'est très ouais. différent. Ben non, en vrai, bon, faut quand même s'en mettre, je pense. Quand même, mais en fait, non, je suis moins tourné vers l'argent aujourd'hui. Je suis plus tourné vers la liberté. Je veux vraiment trouver le truc qui fait kiffer moi et ma famille, tu vois. Aujourd'hui, tu me dis, prends 15K et tu dois aller tous les jours chez ton patron en France. Et tu me dis, bah écoute, je te donne 5K, mais tu vis comme tu veux à Bali. Je prends les 5K à Bali, tu vois, par exemple. Alors, tu vois, par exemple, dans l'objectif, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que dans les entrepreneurs, t'en as qui veulent quand même une partie temps avec l'argent, un mix des deux, un équilibre entre les deux. Et bah, par exemple, dans mon cas, moi, c'est plutôt la revanche. Donc en fait, j'ai pas d'objectif financier fixe, parce que je m'en fous de l'argent. Ouais, en vrai, c'est ça. Un outil, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mais par contre, je veux créer des très grandes choses. Donc en fait, je ne veux pas mon temps. Ok. En tout cas, pendant les 10 prochaines années, je veux créer de grandes choses, plein de choses autour de la niche. Ok. Mais du coup, je suis prêt à sacrifier la totalité de mon temps et de ma vie pour ce projet. La totalité de ton temps, Ouais. de ta vie. Facilement. Bah moi, je pense un peu, Je crois que je fais un peu moins comme toi là-dessus, tu j'ai vois. pas d'enfant. T'as pas d'enfant et puis après je comprends, on est jeune, je pense qu'il faut sacrifier une partie. T'es obligé quand tu pars de rien. C'est pas en faisant pas grand chose que tu vas faire des grandes choses de toute façon. Maintenant après je pense quand même qu'il faut quand même profiter de la vie, tu vois, d'une certaine manière. Après quand je dis profiter, c'est un grand mot parce que en vrai quand t'aimes ce que tu fais, quand tu t'aimes ton travail, bah déjà tu profites en fait. C'est ça, déjà ça fait partie du bonheur en fait. T'as compris ça. Heureux de créer des choses, heureux des fois Bien quand sûr. tu reçois tes vidéos des monteurs. En fait, c'est l'humain. Tu as tes clients, tu vas être heureux C'est ça. parce que tu as passé un nouveau palier. Parce que L'humain il aime faire des choses en fait. Ouais. L'humain il est fait pour construire des choses. Alors ça peut être financier, ça peut être toute autre chose, hein. La santé, se construire une santé, etc. Et je pense que l'humain il est fait. Si demain je te donne 5 millions et que tu restes toute la journée sur ton canapé à regarder des films Netflix, et même, je au bout pense d'un que moment ça y est. être riche, ça je m'étais déjà posé l'introspection. Là demain on me donne 5 millions, mais genre on m'enlève mon projet. Mhm. Alors, on enlève le frontalier, il n'existe plus. Du moins ça s'appelle plus le frontalier, c'est Jordan Dirban maintenant. On enlève ça, on me le supprime. Bah en vrai je les prends pas. Simplement du fait que j'aurais plus de but. Donc bah en fait je vais faire quoi de ma vie, tu vois. Alors tu peux les prendre et avoir un autre but derrière aussi, tu vois. Ouais, mais il va falloir retrouver pour moi c'est le but d'une vie. Bah Donc, après, trouver un autre but. genre C'est compliqué de trouver des buts dans une vie. c'est compliqué. Après j'ai bien aimé la dernière fois, je parlais avec un gars justement de Bali. Et lui il a j'aime bien cette question, c'est si demain t'étais riche, genre t'étais multimillionnaire, on va te dire que t'avais plus besoin d'argent. C'est quoi le projet que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais? Quel projet tu ferais? Genre t'as plus besoin d'argent. Genre c'est quoi qui te fait kiffer dans ta vie? Tu ferais quoi? Moi, Ouais. je vais tourner des boucles qui peuvent apporter de la valeur aux gens. Ok. C'est-à-dire que par exemple, j'avais déjà pensé, mais ça j'y déjà pensé à l'époque, arriver à faire un truc, même si pour moi la France on a eu beaucoup d'aide, donc c'était pas forcément le pays modèle pour faire ça, mais tu fais un espèce de food truck Ouais. où en gros il faut qu'ils tirent du CA sur des clients qui ont de l'argent pour aller donner à des gens qui en ont pas. Ok. Et t'as un business model comme ça où tu fais un bon produit, un bon truc qui vend et qui délivre à, par exemple toi, moi, Mhm. des bêtes de burgers, je sais pas, des conneries comme ça. Ok. Il fait le tour de France un peu et il va desservir tous les SDF, tu vois, en France. Ok. Et que la boucle s'autofinance. D'accord. Et faire des boucles comme ça pour les animaux, faire des boucles comme ça pour les personnes du moins qui n'ont pas. Mhm. Après la France, ce qui m'énerve beaucoup, c'est qu'on a beaucoup d'aide. Donc pour moi, on a les outils pour sortir du panier. Ce qui n'est pas le cas peut-être en Afrique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays Ça, où c'est sûr. ils ont réellement rien. Et donc aller faire aussi des boucles dans ces pays et créer des Ouais. écosystèmes où ça s'autofinance. Mais pour ça, il faut que ça soit un business model qui rapporte de l'argent pour qu'ils puissent, au lieu de dégager du cash flow pour moi, vu que j'aurai déjà mes 5 millions, eh ben, ils les dégagent pour des personnes qui en ont besoin réellement. Ok. D'ailleurs, tu parlais de l'Afrique qui a rien, t'as tout à fait raison. Et que nous, on a tout, on s'en rend pas compte parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a beaucoup d'Africains qui doivent te contacter, tu vois, pour travailler en Suisse. Ils ont une dalle. Mais si seulement les Français, ils avaient 10% de leur faim,
ils casseraient tout. Parce que malheureusement, on peut pas les aider par rapport au permis de travail qui est pas facilité. Mais ils ont, je sens une motivation en eux, et ça vient du fait que quand t'as rien, tu sais que voilà. Bah, je crois que moi là où ça m'est le plus énervé, c'était à l'époque où, alors déjà tous les personnes d'Afrique qui me contactent, je peux rien pour eux et ça me frustre. Intérieurement justement, j'ai essayé de trouver des solutions, mais j'ai toujours pas trouvé. Ouais. Une vraie solution efficace, c'est pas trouvé, donc du coup je les accepte pas dans mes accompagnements. Bien sûr. C'est un dispositif qui disqualifie, Exact. malheureusement. Mais ce qui m'avait aussi frustré à l'époque, c'était quand il y avait GPT qui était sorti, parce qu'on va pas se mentir, pour moi c'est un outil indéniable, et demain si j'embauche quelqu'un, je vais marquer qu'il faut qu'il sache l'utiliser, sinon je perds trop en productivité dans mon entreprise si c'est pas l'utiliser. Mais quand il y avait GPT, je me suis renseigné auprès de je sais plus si c'était Bénin ou des gens comme ça qui me faisaient des montages ou des choses comme ça, Ouais. parce que c'est eux qui me démarchent. Et en fait les mecs ils n'avaient pas, en fait ils ne pouvaient pas le télécharger. Et là je disais attends mais on nous a donné un outil de fou alors que nous on est déjà au max. On peut pas, on peut l'utiliser, et eux qui ont rien, ils ont, en gros c'est bloqué dans leur pays. Là tu te dis attends mais il y a plein de trucs où ils ont pas les cartes pour jouer aussi efficacement que les autres. Et mais après tu vois qu'il y en a qui essayent de petit à petit s'émanciper avec Internet. Mais il y en a qui sont très forts. Avec Fiverr, les trucs comme ça, tu les vois arriver, les monteurs, nanana, les mini-makers, du moins ils commencent à tous arriver, à créer de la concurrence, et tu vois que eux sont là et ils ont l'énergie. Tu leur donnes ce qu'on a, t'inquiète pas pour eux. Hein. Ouais, laisse tomber, je pense qu'ils ils sont plus. De toute façon, c'est l'envie hein, qui fait tout, et derrière, il fera un carnage. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Bon, mais peut-être pas pour longtemps. On va se faire un petit food maintenant. Allez, c'est parti. Après avoir fait tout ça, il faut bien manger. Ah, ça y est, hein. Tu m'as sorti de ma zone de confort là. On aura fait une bonne. Mais tu vois, Ice, bon. Non, là ça va, c'était pas Ice. Ouais, voilà, ça fait un petit peu. Éteins-le, Ça fait un petit peu les petits points sur le corps, mais ça reste très très léger. Hein. Ouais, léger là, franchement. Bon bah du coup pour se finir cette petite vidéo en totale détente, Yes. quel conseil tu pourrais donner un petit peu aux frontaliers sur leur intégration? Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire pour qu'ils réussissent en Suisse? Bah, ça va peut-être paraître un petit peu bateau, mais en vrai déjà passer à l'action, déjà, premièrement. Okay. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler en Suisse, mais ça reste quand même un rêve en fait, dans le sens où finalement ils font pas les actions. Alors je sais que ça peut paraître des fois compliqué, le déménagement, de tout quitter, de quitter son travail actuellement. Mais moi ce que je fais, enfin ce que je conseille de faire, c'est de dresser un espèce de tableau où tu mets avantages et inconvénients. Okay. Et puis finalement tu te dis en fait c'est quoi le risque que tu as à quitter ton travail actuel. Et finalement en fait généralement tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de risque, parce que de perdre un travail, enfin déjà tu peux déjà très bien partir en bon terme avec ton employeur actuel et revenir dans ton travail si demain ça marche pas. Mais en plus de ça, en vrai je trouve que finalement perdre un travail à 1005, 1006, 1007, c'est quand même très facile de retrouver un travail comme ça en France en fait. Ouais, donc je trouve que finalement il n'y a pas vraiment de risque à faire cette aventure là. Et puis si finalement au pire des cas ça marche pas pour toi, tu pourras très bien revenir sur tes pas très facilement. Et puis après je dirais surtout de ne pas abandonner, parce que la plupart des gens ils s'arrêtent à envoyer un CV. Ils envoient un CV et puis ils ont un mauvais retour, un retour négatif. Puis ils vont se dire ouais en fait la Suisse ça marche pas, enfin voilà, j'ai du mal à être recruté. Alors qu'en fait il faut quand même se dire que oui, la Suisse c'est pas comme la France, le marché suisse c'est pas comme le marché français. Il y a beaucoup plus de concurrence et c'est rare qu'à la première postulation tu vas être pris en fait. Totalement. Donc ne pas abandonner. Et moi par exemple quand je me suis dit ok maintenant je vais travailler en Suisse, je me suis dit tant que je change pas d'objectif tant que je travaille pas en Suisse en fait. C'était mon seul objectif, j'étais focus là-dessus. Et j'ai fait plein d'échecs, comme on a pu en parler, j'ai eu plein d'échecs. Et au bout d'un moment ça a payé, ça a pris du temps, parce que voilà, j'étais mal conseillé, j'ai fait les choses tout seul. Et j'avais pas les bonnes informations. Ça a pris du temps, mais ça a marché. Ouais, parce que du coup, comme tu avais expliqué, pour toi, ça t'avait pris un peu plus d'1 an avant de vraiment te lancer et de faire le gap. Alors que peut-être que tu aurais pu l'accélérer ce processus-là. Ouais, déjà, ça m'a pris 1 an à démissionner de mon taf à la frontière en France. Une fois que je suis arrivé à la frontière, j'avais un taf en France
J'ai mis à peu près 1 an à me dire ok, maintenant je démissionne, je passe en Suisse. Et ensuite, quand j'ai démissionné de mon taf à la frontière, j'ai mis à peu près 6-7 mois à trouver mon premier emploi. Ouais. Ok. Donc finalement, tu vois, ça a pris du temps. Et pourquoi, pour toi, c'était quoi un peu les erreurs que tu as pu commettre à ce moment-là? Mal me renseigner sur mon domaine, déjà premièrement. Je savais pas vraiment par rapport à la formation, là, le permis SUVA que je te disais tout à l'heure. Le permis SUVA, je savais pas que je devais faire reconnaître en fait cette formation pour avoir plus de chances d'être pris dans les meilleures entreprises. Première chose. Deuxième chose, ne pas savoir quelles sont les entreprises en fait qui recrutent. Okay. Je trouve que c'est important parce que aujourd'hui, moi, je me suis dirigé vers l'industrie. Et comme je disais tout à l'heure, l'industrie, c'est un domaine qui... Enfin, en tout cas, surtout dans certains secteurs en Suisse, l'industrie, c'est très... il y a un très gros potentiel. Et du coup, c'est l'endroit où il y a le plus de postes ouverts dans ces secteurs-là, en fait. Donc, du coup, se renseigner à ce niveau-là. Potentiellement passer par des agences d'intérim pour certains domaines, certains secteurs, certains profils. Moi au début je pensais que c'était comme en France en fait. Je me suis dit ok, en France j'envoie un CV directement en CDI et ça a toujours marché comme ça. En Suisse ça n'a pas marché comme ça pour moi. J'ai mis un moment en fait à me dire en fait c'était un peu peut-être un côté égo où je me dis non, je vais pas passer par l'intérim, j'ai pas besoin, mais si en fait, tu vois. Et je suis passé par l'intérim. J'ai créé la relation avec le recruteur de l'intérim. Et derrière, j'ai été placé dans une très belle boîte, j'ai fait mes preuves et après je me suis fait embaucher, etc. J'ai fait ce parcours comme ça. Ok. Donc voilà. Ok, donc plutôt des bons conseils et donc pour toi de se préparer à l'avance peut-être Forcément parce que comme tu peux le voir dans mon parcours, j'ai perdu du temps à pas me préparer à l'avance. J'ai perdu déjà 1 an vu que j'ai mis un moment en fait à me dire ok, le déclic, allez c'est bon, je pars en Suisse. Et après j'ai encore perdu 6 à 7 mois en fait une fois que j'avais plus de boulot, sauf qu'en fait c'était un risque en fait de ne pas m'être préparé à l'avance. J'étais au chômage, je gagnais 800-900 € par mois, pas renseigné sur le marché suisse. Du coup en fait je me mettais la pression. Les mois passaient, j'avais pas d'argent qui rentrait et derrière en fait j'apprenais le marché suisse en même temps que que je postulais, donc forcément tu perds du temps en fait. Ouais, tu perds du temps et puis ça a dû te mettre aussi beaucoup plus de doutes, le fait que ça traîne. Énormément. Du coup tu prends des doutes en tête et après c'est là où, je pense que c'est même là où il y en a le plus qui abandonnent. C'est qu'au final ça commence à traîner trop et ils finissent par baisser les bras. Or que des fois avec juste les bons endroits, les bonnes strates, en fait ça peut débloquer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai failli abandonner. Et c'est en fait comme quoi, c'est un peu comme dans tout dans la vie. Tu abandonnes souvent au moment où t'es presque à la fin en fait, t'es presque à ta réussite. Et ça a été le cas pour moi. J'ai failli abandonner, j'ai repris un travail en France parce que financièrement c'était un peu chaud au niveau du chômage. Et 1 mois après avoir pris ce taf, j'ai commencé en Suisse. Donc tu vois, c'était à 2 doigts en fait. Au moment où j'ai failli abandonner, c'était au moment où j'étais le plus proche de mon travail en Suisse en fait, tout simplement. J'aime bien le comparatif pour ça de Thomas Edison. Ouais. Où il a allumé, je sais plus, entre 4 et 10 000 fois l'ampoule, mais à une fois après on serait dans le noir quoi. C'est ça. En fait, c'est jamais abandonné en fait. J'aime bien on est à une candidature de ton poste où tu as une tentative de ta réussite. Et ça se résume bien aussi dans ton parcours du coin. Ne jamais abandonner et vraiment avoir ce focus en se disant ok, mon objectif c'est ça. Donc pour le coup là c'est travailler en Suisse. Je me concentre sur ça jusqu'à que j'y arrive. Et ça prendra le temps que ça prendra quoi. Ok. Ouais, plutôt inspirant pour ceux qui vont nous regarder. Et puis maintenant, moi j'aime beaucoup aussi finir les podcasts dernièrement sur les conseils entrepreneuriaux. Donc qu'est-ce que tu regardes, sur qui tu apprends, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu as lu. Parce que y en a d'autres qui nous suivent qui veulent devenir frontaliers. Il y en a aussi qui le sont déjà, qui veulent entreprendre. Et quelles sont tes sources d'inspiration pour développer ton mindset, pour développer tes compétences? Alors tu as le marché français, le marché américain. Le marché français, y a beaucoup de personnes que j'aime bien aussi. Notamment un gars que tu as interviewé il n'y a pas longtemps sur ta chaîne, Olivier Clovis. Okay. Moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que je me reconnais beaucoup en lui parce qu'il a des enfants, moi aussi.
Et c'était son pourquoi, c'est le mien aussi. Donc ça, j'ai adoré. Et puis après, il y a aussi pas mal d'autres personnes sur le marché français que j'aime bien. Je regarde un peu tout le monde. Maintenant, sur le marché américain, moi j'aime bien actuellement, c'est un peu Alex Hormozy. Ok. J'adore ce gars-là, j'adore le mindset de ce gars. Il est il donne beaucoup de valeur. Après, pour tout ce qui est, pour te raconter un petit peu les débuts de mon parcours entrepreneurial, comment les livres, etc. Moi, il faut savoir que je pars de loin. J'avais pas ce mindset entrepreneur avant la Suisse. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu tout ça quand je suis arrivé à la frontière et tout, parce que voilà, j'étais un peu, j'ai quitté un peu tout mon entourage, donc je me suis retrouvé seul à la frontière avec ma femme. Et à ce moment-là, quand tu es tout seul, que tu n'as plus tes amis, tes habitudes, tes routines, je me suis retrouvé un peu tout seul chez moi et j'ai commencé à lire des livres. C'est là où j'ai commencé. Et j'ai commencé à lire, alors ça peut paraître un peu bateau, hein, je pense que la plupart des gens, c'est le premier livre qu'ils ont lu, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je pense que c'est pas un livre très technique qui t'apprend à vraiment faire du business, mais en tout cas, moi, vu que j'avais pas du tout ce mindset entrepreneur, j'étais plutôt... ce que malheureusement mon père m'a inculqué et je lui en veux pas aujourd'hui, c'est avoir ton CDI, etc. C'est la sécurité de l'emploi. Quand j'ai lu ce livre, il m'a mis une claque en fait j'ai compris en fait que c'était nous en fait, en tant que classe moyenne ou pauvre, etc. Qui subissons en fait au quotidien parce que finalement on paye des impôts, les riches en payent pas. En fait, tu te rends compte que qu'en fait il y a d'autres moyens que le métro boulot dodo comme on nous a toujours dit. Ensuite j'ai lu un livre qui s'appelle L'autoroute du millionnaire de DJ DeMarco. Donc je dirais que c'est pareil, c'est un livre pas très technique mais c'est un peu du développement personnel. J'ai beaucoup plus apprécié que Robert Kiyosaki parce que ça me parlait plus, parce que lui c'est vraiment axé sur internet, donc un peu notre époque, etc. Moi je savais que internet c'était quelque chose de très puissant, donc ça j'ai adoré. Puis après tu as des livres comme Robert Cialdini, Influence et manipulation, qui est très bien, qui est très bien. Alors le titre il peut paraître un peu virulent en se disant ouais ok je vais manipuler des gens, mais c'est pas forcément ça, c'est comprendre la psychologie humaine en fait derrière tout ça. Et aussi pouvoir le titre il veut rien dire avec ce qu'il y a réellement dans le contexte du livre. Parce que c'est plus psychologique que manipulation. Et puis si je me trompe pas, pour l'histoire c'est un psychologue qui s'est fait toute sa vie poussé par des ventes et qui a retranscrit tous les biais psychologiques de la vente. Exactement. Mais c'est vrai que on parle du titre, tu vas parler de ce titre-là à des gens, ils vont te dire c'est quoi ce livre en fait, tu vois. De ouf. Mais super bien, je pense que ça t'apprend déjà les principes, les psychologies humaines, la vente, etc. Après un livre qui peut être bien pour justement, vu qu'on parle des frontaliers, de travailler en Suisse, peut être frontalier ou devenir résident. Je pense que comment se faire des amis, ça peut être cool parce que c'est comment se créer du réseau finalement. Donc ça peut être un bon livre pour ce qu'on parle aujourd'hui, dans le sens où c'est très important de se créer son réseau pour ensuite aller travailler en Suisse. Ça passe par là, donc je pense que ça peut être un bon livre aussi. Donc voilà. Ok. Après il y en a plein d'autres, des livres, mais voilà, je pense que déjà pour partager un petit peu mon début de livre, je pense que ces 3 livres sont plutôt pas mal. Ok, ça fait déjà des bonnes indications parce qu'il y en a d'autres qui en ont beaucoup moins de références. Et je sais que j'aime bien que chaque intervenant puisse partager ses inspirations parce que ça aide à l'audience aussi à se développer. Ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait une bonne vidéo. Je pense qu'ils vont bien kiffer. Bon, c'est cool alors. En tout cas, j'espère à tous que la vidéo va vous plaire. Je vous invite tous à le suivre et vous pourrez retrouver ça directement dans la description comme d'habitude. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci Joe. Baby, I've been on the run, but I will never run from your love. If you feel on my dick, there's a gun. Not right there, just a little above. I value my relationship is forever, but I've been cheating on the drug.